Masechet Baba Kama Daf Nuntet Amud Aleph. Amar Abaye Rabbi Yossi Hagalili Rabbi Ishmael Amrou Davar Ehad. Rabbi Yossi Hagalili Had Amran. Rabbi Ishmael de Tanya Metav Sadehu ou Metav Karmo Yeshalem. Metav Sadehu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Lo Bahakatuv Ela Ligvot la Nizakim min ha'idit Vekal vachomer la Hekdesh Vela tema kerav Idi bar Avin דאמר רב אידי בר אבין, כגון שאכלה ערוגה בין הערוגות ולא ידעינן יכחושה הווי, היא שמנה הווי. דאמר קום שלם שמנה במיטב דיקה השתה. דהכי לאמרינן, מה הייתה אמר? המוציא מחברו עליו הראיה, אלא במיטב דלקמה. ומייני הוא c'est-à-dire, nous avions appris dans la baraïta précédente, celle que nous avions étudiée, mais très rapidement. Alors je vous invite à la revoir de près, plus tranquillement. Voyez s'il vous plaît les 3 dernières lignes. En fait, je reprends au milieu de la baraïta. Les 3 dernières lignes de Nunhet Amud Bet. Achla Haziz Rabbi Yossi Haglili Omer Nidon Bameshuyar Shebo Vahachamim Omrim Roim Otah Kama hi Yafa Kama haïta Yafa Vekama hi Yafa. De quoi s'agit-il? Imaginons que Réhouven avait une bête qui est rentrée dans le champ de Shimon et elle a mangé du haziz. Haziz, c'est de la verdure qui pousse en préalable des céréales. C'est la nature que Akadosh Baruch Hu a créée. Avant que les céréales poussent, il y a d'abord de la verdure qui pousse. Et ça servait aux animaux. Ça veut dire qu'on donnait le haziz. Il a un synonyme, c'est le shahat. C'est comme ça que Rashi traduit haziz par shahat. On donne le haziz aux animaux, c'est à la place du foin. C'est très bien, c'est une économie très sympathique. Donc évidemment que c'est considéré un dégât, un dommage, car le propriétaire du champ a perdu le haziz. Il aurait pu donner à ses propres animaux, ça a été dévoré par la bête du voisin. Alors il faut payer combien? Alors c'est une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi Haglili. Hachamim disent, eh bien il paye ce qu'elle a mangé. C'est-à-dire, si quelqu'un devait acheter ce champ tel quel, avec le shahat, avec le haziz, ou ce champ, merci beaucoup, sans le haziz, la différence de prix, c'est le prix du haziz. Nachon? Eh bien voilà. Ça c'est Hachamim, il te dit, c'est très simple. Tu évalues la différence entre avant et après. Avant qu'elle mange ce que le karka avec le haziz coûtait, après qu'elle a mangé qu'est-ce que le karka coûte aujourd'hui, la différence entre les deux, c'est le prix du haziz et ce qu'il paye. Ça, c'est pas shoot. Mais Rabbi Yossi Haglili va dire non, il payera beaucoup plus cher. Pourquoi? On considère le potentiel comme du réel. C'est-à-dire, ce haziz-là, si elle ne l'avait pas mangé, eh bien, on aurait eu du blé qui aurait poussé. Maintenant, elle a arraché ce haziz, elle a donc arraché, donc on n'aura plus le blé. Eh bien, il faut qu'elle paye maintenant, plutôt le propriétaire de la bête doit payer actuellement le prix du futur. Ça veut dire que comme si
c'était du blé qui avait déjà poussé et elle a mangé du blé, ou elle a mangé de l'orge. C'est-à-dire que ces céréales qui ne vont pas pousser à cause de sa consommation aujourd'hui, c'est cela le Nézek. Le Nézek, on l'évalue en fonction du futur, et non pas en fonction du présent. C'est ce que dit Rabbi Yossi Aglili. D'accord? Alors maintenant, regardez d'ailleurs Rashi. Rabbi Yossi Aglili, Omer Nidon Bameshuyar Shebo. Le langage employé par Rabbi Yossi Aglili, c'est qu'on évalue ce qu'elle a mangé par rapport à ce qu'elle a laissé. Rashi, dans les 3 dernières lignes de la colonne de gauche, dans Nunhet Amud Bet, nous dit Ro'im et hadnotar lefi ma sheta'ale kol aruga ve'aruga bime hakatsir shalem. C'est-à-dire qu'on doit imaginer chaque parcelle de terrain qui va pousser dans le futur, comment elle va être, c'est-à-dire le prix qu'aura chaque parcelle de terrain une fois que ça va pousser, toutes ces céréales, et on fait payer actuellement aux propriétaires de la bête ce dommage-là. Le dommage potentiel. Le dommage est évalué par rapport au futur. Car potentiellement, si elle n'avait pas dévoré, eh bien on aurait eu dans le futur une bonne récolte. Eh bien on paye cette récolte d'avenir. Alors, Abaye, comme dans tout le chasse, Abaye aime mettre au diapason les différents Tanaïm qui pensent la même chose. Sa connaissance profonde de tout le Talmud de Abaye lui permettait de voir le fil conducteur de l'esprit de chacun et de pouvoir dire, eh bien lui il pense comme lui il pense comme lui, bien que chacun ait parlé d'autre chose. Mais ce que fait Abaye, c'est qu'il fait remonter le principe. Quel est le principe qui se dégage de l'enseignement de Rav Untel et de Rav Untel? C'est au niveau du principe qu'il les met au même niveau. Il dit, celui-là et celui-là et celui-là, ils ont dit la même chose. Pourtant, ils ont parlé de sujets totalement différents. Mais au niveau du principe, c'est le même. Alors, lisons ici Nuntet Amud Aleph au premier quart de la page. Amar Abaye, Rabbi Yossi Haglili, ve Rabbi Ishmael, Amru Davar Ehad. Ils pensent la même chose. Rabbi Yossi Haglili Hade Amran. Rabbi Yossi Haglili qui a dit que on condamne au présent le propriétaire de la bête en fonction du futur. Nachon? Eh bien, il n'est pas le seul à le penser. On a trouvé un autre Tana qui pense comme lui. C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, où est-ce qu'on retrouve qu'il a dit ça? Des Tanya, dans une baraïta qu'on avait déjà vue, vous vous rappelez, dans le Davvav Amud Bet, on avait déjà vu cette baraïta. Qu'est-ce que dit la baraïta? Elle analyse le pasuk. Metav sadehu ou metav karmo yeshalem. Ce pasuk parle de shem ou de regel. Lorsqu'un homme a laissé sa bête rentrer dans le champ du voisin et elle a soit mangé les fruits qu'il y avait là-bas, soit piétiné ces fruits, eh bien, il devra payer un dédommagement par rapport à ces fruits. Comment s'exprime le pasuk à ce propos? Ki yavaer ish sade okerem veshilach et be'iro ou bi'er bisde acher metav sadehu ou metav karmo yeshalem. La Torah dit payera avec le metav. Que veut dire metav? Metav, ça veut dire le meilleur. Ça veut dire quoi le meilleur? Alors, Mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, de quoi s'agit-il? Je vais commencer par Rabbi Akiva, car il est plus répandu, cette opinion elle est plus célèbre. Rabbi Akiva dit qu'il s'agit du Ridit, c'est-à-dire que
si le propriétaire de la bête ne veut pas payer en liquide, en argent, en espèces, mais il veut payer en biens immobiliers. Par exemple, il n'a pas d'espèces, il veut payer avec le karka. Alors lui, il a par exemple 3 niveaux de karkaot. Premier degré, il a du idit. Is very good. Le idit, très bonne qualité de terrain. C'est un terrain fertile. Mais il a aussi un terrain qui est de niveau moyen, bénonite. Il a aussi un terrain qui est médiocre. Zibourite, c'est une terre rocailleuse qui n'est pas très fertile. Eh bien, lequel terrain doit-il donner pour payer un dédommagement? Rabbi Akiva va dire que c'est le Haïdit du Mazik. Le Mazik, c'est lui la référence, c'est-à-dire que c'est par rapport à ses Haïdit à lui, sa Haïdit à lui. Très bien. La Torah qui a dit, de quel passou qu'il apprend? Metav Sadehu ou Metav Karmo Yeshalem. Il payera avec le meilleur de ses champs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Torah a dit. Vous posez la question pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. Donc Rabbi Akiva, c'est très simple. S'il ne veut pas payer en espèces, il veut payer en terrain, eh bien, le Beddin vont prendre le meilleur de ces terrains. Aïdit shel Mazik. Mais Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Metav Sadeu shel Nizak. Alors c'est vrai que nous avons un pirouche selon lequel, eh bien c'est pareil. Rabbi Ishmael dit que c'est une question de qualité de terrain. Lorsque le Mazik, l'endommageur, doit payer au Nizak, l'endommagé, il ne veut pas payer en espèces parce qu'il n'en a pas, mais il veut payer en terrain, quel est le bien immobilier qu'il doit donner? Le meilleur de ces terrains? Non. Le meilleur des terrains du Nizak. C'est-à-dire que si le Nizak lui-même avait lui-même des terrains, un bon, moyen et médiocre, si par exemple le médiocre du Mazik, de l'endommageur, correspond à la qualité du meilleur terrain de l'endommagé, eh bien il peut payer avec le médiocre, car ce médiocre à lui correspond au meilleur du Nizak. Donc pour Rabbi Ishmael, c'est Metav Sadeu shel Nizak, Metav Karmo shel Nizak. Alors les amis, ça je vous l'ai dit que pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait étudié, n'est-ce pas, il y a quelques semaines. Mais oubliez ce que je viens de dire. Oubliez. On va relire le Passouk selon la première lecture. Regardez. Qu'est-ce qui est écrit? Il payera Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. Au début, la Gemara a cru qu'il faut payer, comme Rabbi Ishmael a dit, Metav Sadeu shel Nizak, Metav Karmo shel Nizak. La Gemara n'a pas compris que c'était une histoire de qualité de terrain, comme je viens de vous le dire. Oubliez ce pirouche. La Gemara a cru que c'était une question de qualité de fruits, ou de quantité de fruits. C'est-à-dire, imaginons que la bête de Réhouven est rentrée dans le champ de Shimon. Dans le champ de Shimon, il y avait plusieurs parcelles de fruits. Quand je dis fruits, vous comprenez que je ne parle pas que des oranges, ni des pommes. Ça peut être du blé, ça s'appelle des fruits, de l'orge, c'est des fruits. Tout le produit agricole s'appelle fruit dans le langage de la Gemara. Pérot. Imaginons, il y avait plusieurs parcelles de terrain, et on avait par exemple des carottes. Des carottes, encore une autre parcelle de carottes, encore une autre parcelle de carottes. Et elle a mangé une parcelle de carottes. Maintenant, il faut faire payer Metav Sadeu. Il faut payer en fonction du meilleur de son champ. Rabbi Ishmael dit, c'est qui? Sadeu, de qui? Du Mazik ou du Nizak? Rabbi Ishmael dit, Metav Sadeu shel Nizak, de l'endommagé. Alors ça veut dire quoi à première lecture?
je vais voir maintenant toutes les parcelles de terrain qu'il y a, qui sont cultivées chez le Nizak, et je vois, ici par exemple, dans cette parcelle, il y a 15 kilos de carottes. Dans cette parcelle, il y a 20 kilos de carottes. Dans cette parcelle, il y a 30 kilos de carottes. Eh bien, cherche la parcelle la plus riche, la harouga, où il y a le plus de légumes. Et il payera cela. Metav Sadeu. C'est comme ça qu'on a cru au début que Rabbi Ishmael voulait dire qu'il faut chercher la plus belle parcelle de terrain que possède l'endommagé, et ce sera là la sanction de l'endommageur qui a laissé sa bête rentrer dans le champ du voisin, et il payera le plus cher, c'est-à-dire l'équivalent de la parcelle la meilleure que possède l'endommagé. Metav Sadeu Shel Nizak. On traduit littéralement. La Gemara a réfuté, et elle a dit ce n'est pas possible. Pourquoi? Achal Shmena Meshalem Shmena. Achal Krusha Meshalem Shmena. S'il a mangé une parcelle extraordinaire, Shmena, grasse, il paye un dédommagement. C'est sûr qu'il doit indemniser. Mais il n'y a aucune logique de dire elle a mangé pour 100 shekels, il va lui payer pour 300 shekels. Ma pétom. Alors, Ravidi Baravim a donné une autre explication. Ravidi Baravim a dit comme ça. Il s'agit certainement du cas suivant. Cette bête a mangé une parcelle, mais on ne sait pas quelle était la qualité initiale de cette parcelle de terrain. Est-ce que la quantité de carottes qu'elle a mangées ici, c'était 10 kilos, ou 15 kilos, ou 20 kilos, ou 30 kilos? Je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, tu vas chercher la meilleure des parcelles de terrain du Nizak, et il payera en fonction de cette quantité, en fonction de cette qualité. C'est-à-dire, telle que coûte la meilleure parcelle de légumes du Nizak. Peut-être que c'est dans ce cas-là. Alors Rabbi Baravin a dit, voilà, j'ai trouvé le trésor caché. C'est certainement cela, la kavana de Rabbi Ishmael, quand il a dit, Metav Sadeu Shel Nizak. Il a dit, non, impossible. Pourquoi? C'est contraire à une autre règle. Laquelle? Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il doit apporter une preuve comme quoi l'autre lui doit cet argent. Nachon? Et ici, c'est exactement le cas. Ce qui est sûr, c'est que Réhouven doit de l'argent à Shimon, car Réhouven a laissé sa bête rentrer dans le champ de Shimon, elle a mangé. On est sûr qu'elle a mangé. Voilà, tu vois ici la parcelle de carottes, elle est liquidée. Et elle a mangé. Mais combien il y avait de carottes ici? On ne sait pas. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, réfère-toi au maximum. Ma pitom. Tu as ici 30 kilos, tu as ici 20 kilos, tu as ici 15 kilos. Alors moins que 15 kilos, il ne va pas payer moins que ça. Ok. La parcelle de 15 kilos, c'est le minimum. C'est ce que je vois qu'il y a ici, au minimum 15 kilos. Alors il payera 15 kilos. Mais pourquoi tu veux lui faire payer 20 kilos, ou à plus forte raison 30 kilos? Ma pitom. Mais ça fait parce qu'on a un doute, mais dans le doute, on s'abstient. On connaît la règle. Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il doit apporter une preuve tranchante que l'autre lui doit cet argent. Ça veut dire quoi? Il doit apporter une preuve tranchante. On ne peut pas soutirer de l'argent, mais ça fait. Je crois que tu me dois 1 million de shekels, je crois. Alors tu me dois? Ma pitom. Il faut que j'apporte une preuve. Et c'est quoi une preuve? C'est 100%. C'est une preuve à 100%. Tant qu'on n'a pas une démonstration à 100%, même 99,9 n'est pas suffisant pour soutirer de l'argent. C'est quoi une réaya?
2 témoins. Mais un shtar, c'est 2 témoins. C'est quoi un shtar? La force du shtar, c'est 2 témoins. Alpi, shenaim, edim, yakum, davar. C'est ça une preuve. Donc toute preuve, c'est 2 témoins. C'est tout. Il n'y a pas 2 témoins que tu dois, ou bien la personne qui reconnaît. Quelqu'un qui reconnaît qu'il doit, eh bien ça s'appelle une Kemea Edim Dami. La Gemara dit, Hoda'at Ba'aldi, Kemea Edim Dami. La reconnaissance de dette, ça vaut 100 témoins. Ok. Alors maintenant, Abaye dit, j'écarte ce pirouche de Rabbi Di Baravine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible que Rabbi Ishmael ait voulu dire une chose pareille, car ça va à l'encontre de la halacha. Hamotzi mehavero alabareaya. Alors, quel est le pirouche de Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il voulait dire, selon Abaye? Eh bien, vous savez qu'est-ce que va dire Abaye? Voilà. Voilà ce que Rabbi Ishmael voulait dire, d'après Abaye. Si jamais la bête qui est rentrée, la bête de Réhouven qui est rentrée dans le jardin de Shimon, a mangé des fruits qui étaient immatures, à peine des petits bourgeons de carottes, il payera comme si elle avait mangé des grandes carottes mûres et matures. C'est au prix fort. C'est ça. Metav Sadehu, Metav Karmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que cette parcelle de terrain qui a été dévorée aurait pu donner si on lui avait laissé le temps de mûrir. Eh bien, le temps de pousser et de mûrir. Voilà comment Rabbi Abaye va dire, Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Yossi Aglili. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi Aglili par rapport à une bête qui a mangé du haziz? Hein? Exactement. Elle n'a mangé que de la verdure. La verdure qui pousse avant les gerbes de blé. Elle n'a pas mangé des gerbes de blé. Eh bien, tu dois imaginer qu'est-ce que ça va donner. D'ailleurs, tu as des références. C'est quoi la référence? C'est le reste. Nidon bameshouyar shebo. C'est quoi le reste? Tu vas voir le reste du champ. Comment il va pousser par la suite. Alors par exemple ici, elle a mangé une surface de 2 mètres par 3 mètres, c'est ça ce qu'elle a mangé en haziz. Eh bien regarde, 2 mètres par 3 mètres, tout le reste, ce que ça a donné, comment ça a poussé, il payera en fonction. Eh bien ça veut dire qu'on condamne au présent en fonction du potentiel futur. D'accord ? En fonction du futur. La même chose Rabbi Ishmael. Quand il a dit Metav Sadeu Shel Nizak, ça veut dire quoi Metav Sadeu Shel Nizak? Ce pauvre Nizak, l'endommagé, eh bien, on l'a privé d'un futur, car cette bête de Réhouven qui est rentrée dans son champ, à Shimon, elle lui a dévoré toute la parcelle ici, où il y avait un potentiel de carottes. Et on aurait eu, comme ça, par exemple, 15 kilos de carottes. Mais quand elle a mangé quoi? Elle a brouté de l'herbe. Quelle carotte? De quelle carotte tu parles? Oui, mais les carottes devaient pousser. Je comptais sur ça. Eh bien, on le condamne au présent par rapport à ce qui devait pousser dans le futur. C'est ça, Metav Sadeu, alors. C'est ça, Metav Sadeu. Donc, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi Aglili ont dit pareil. Alors, ce qu'on a dit oralement, on va le relire dans le texte. Amar Abaye, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Ishmael, Amrou Davar Echad. Abaye dit que Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Ishmael ont dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont le même principe. Rabbi Yossi Aglili a de Amran. Rabbi Yossi Aglili, c'est ce qu'on a déjà dit dans la baraïta précédente, lorsqu'il a enseigné que si jamais la bête de Réhouven a mangé le blé germé, c'est-à-dire les germes du grain de blé, la verdure qui pousse avant que les céréales poussent, le haziz. Alors, combien il payera pour ce haziz? Il payera non pas le prix du haziz, comme le pense Hachamim, mais plutôt le prix du blé, parce que si on avait laissé pousser, eh bien, c'est ce qu'on aurait eu comme résultat.
Donc il payera au présent le prix du futur, c'est-à-dire le potentiel. Donc il paye beaucoup plus cher que ce qu'elle a endommagé réellement, car on prend en considération le potentiel à venir. Rabbi Ishmael pense la même chose, mais pour arriver à démontrer que Rabbi Ishmael pense la même chose, on va citer d'abord la mahloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ensuite le pirouche de Rabbi Idi bar Avin, que Abaye va écarter, et il va nous expliquer pourquoi il réfute totalement le pirouche de Rabbi Idi bar Avin, et ensuite il va donner son explication. C'est comme ça qu'il va dire que Rabbi Ishmael, voilà ce qu'il voulait dire, c'est on fait payer au présent le prix du Nézek par rapport au futur, et voilà comment il a mis au diapason Rabbi Ishmael avec Rabbi Yossi Aglili. Alors lisons. Rabbi Ishmael de Tanya, Metav Sadehu, Metav Karmo Yeshalem. La Torah dit que l'endommageur doit payer pour ce que sa bête a dévoré ou piétiné avec le meilleur de son champ. Metav Sadehu. Metav Sadehu, Shel Nizak. Ou Metav Karmo, Shel Nizak. Dit vrai Rabbi Ishmael. Alors Rabbi Ishmael dit qu'il s'agit de payer avec le meilleur du champ de l'endommagé. Rabbi Akiva Omer, maintenant Rabbi Akiva, on le cite entre parenthèses, bien que ce ne soit pas le sujet. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'explication de Rabbi Akiva, ça on l'avait déjà étudié longuement à l'époque dans le Daf Vav, mais juste, je traduis. Rabbi Akiva Omer, Lo bahakatuv et la ligvot la nizakim mina'il dit, et kalva homer la hekdesh. La Torah n'est venue que pour nous dire que si jamais l'endommageur, le mazik, n'a pas d'argent en espèces, il veut payer en biens immobiliers, alors il devra payer avec le meilleur de ses champs. Dit, mais kalva homer la hekdesh. À plus forte raison, si un homme a endommagé le Hekdesh et il veut payer en karka avec un bien immobilier, il devra donner le meilleur de ses champs. Fin de citation de la Baraïda. Et là, Abaye continue et il dit Velotema ke Rabbi Di bar Avin. N'explique pas Rabbi Ishmael comme l'a fait Rabbi Di bar Avin. De Amar Rabbi Di bar Avin. Car Rabbi Di bar Avin avait dit Kegon she'achla aruga ben arugot. Il s'agit de quel cas? D'une bête qui a mangé une parcelle parmi tant d'autres. Velo yad'inan. Et on ne sait pas. Ikhusha havai, ishmena havai. Est-ce qu'elle a mangé une parcelle de légumes qui était riche ou qui était pauvre? Shemena, grâce, ça veut dire bien chargé. Par exemple, 30 kilos de carottes. Ou bien au contraire, kehusha, une parcelle qui était maigre. Par exemple, il n'y avait que 10 kilos de carottes. On ne sait pas. Des amar, kun shalem, shemena, bemetav dika hashta. C'est-à-dire, selon Rabbi Di bar Avin, que voulait dire Rabbi Ishmael en disant metav sadeu shel nizak? C'est qu'on va lui dire, tu vas payer en fonction du meilleur, de la meilleure parcelle de terrain. Par exemple, il y a une parcelle où il y a 30 kilos, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mangé. Elle a mangé 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Eh bien, peu importe, on payera Shemena. Bemetav dika hashta, ça veut dire payera en fonction de la parcelle de légumes la plus riche, où il y a 30 kilos. De hachilo amrinan. Abaye dit, cette explication, il ne faut surtout pas la donner. C'est pas ce que voulait dire Rabbi Ishmael, certainement pas. Maïtarma, pourquoi il n'est pas d'accord? Hamotzi mechavero alav aya. Car nous avons une règle juridique. Quelqu'un qui veut soutirer de l'argent de l'autre, eh bien, il doit apporter une preuve. Or ici, tu n'as aucune preuve que la bête, elle a mangé pour 30 kilos. Alors comment tu peux lui soutirer 30 kilos? Voilà pourquoi Abaye n'est pas d'accord avec cette explication. Et là, bemetav del kame, umaineu keheach de salik. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Ishmael? Qu'on payera au présent, on fera payer au présent le mazik en fonction du futur. Qui est ha'ech des salik. C'est-à-dire, bemetab dil kameh. Comme le meilleur futur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé que des pousses. Mais si elle avait laissé ses pousses pousser, eh bien demain, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. On aurait eu des carottes, des navets, des aubergines. Et là, maintenant, elle a mangé des pousses. Eh bien, elle a tué le potentiel. On fera payer le propriétaire de la bête, non pas en fonction du réel, mais en fonction du potentiel. Réellement, il a mangé que des pousses, mais potentiellement, il a mangé de très bons légumes. Eh bien, en fonction de ce que ça aurait pu donner, si on avait laissé pousser, payera. Donc, Rabbi Ishmael dit mamash, comme a dit Rabbi Yossi Aglili. Quand elle a mangé du haziz, ni don meshuyar shebo, c'est-à-dire, on fera payer le propriétaire de la bête en fonction des céréales qui auraient pu pousser si elle n'avait pas arraché ce haziz. Bien qu'à l'heure qu'il est, le haziz ne coûte pas cher, mais c'est le prix des céréales qu'on lui fera payer. Donc voilà, c'est le même principe. Point final. Et maintenant, la Gemara revient à une autre opinion qu'on a vue dans la Braïta d'hier. Rappelez-vous, la Braïta qu'on avait étudiée hier. Rabbi Shimon Amarmor. C'est quoi Amarmor? Le maître nous a enseigné dans la Braïta. C'est qui ce maître? Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Bame Devarim Aburim, She'achla Lulave Gefanim, Veichure Te'enim, Hassemadar, Ro'im Motam, Keilu Anavim, Amdot Libatser, Ema Sefa, Achla Pagim Oboser, Hu de Ro'im Otam, Keilu Anavim, Amdot Libatser, Hassemadar, Ro'im Otam, Kamahi Yafa, ve Kamahaita Yafa. La Gemara maintenant va poser une autocontradiction de Rabbi Shimon ben Yehuda. De quoi s'agit-il? Alors je vous invite les amis à relire le haut du Hamoud. Le premier mot du Hamoud d'Afnuntet. Achlas Semadar. Achlas Semadar, la Baraïta nous parle du cas suivant. Si la bête de Réhouven est rentrée dans le vignoble de Shimon et elle a mangé des fruits de la vigne, nous avions déjà appris que les raisins ont 3 étapes dans leur vie. D'abord, Semadar, ensuite Bosser, ensuite Anavim. Donc Semadar, c'est le bourgeon. Bosser, c'est un raisin déjà formé, mais pas juteux. Il a à peine la taille de foule à lavane, d'un haricot blanc, et donc il est acide, il n'est pas encore vraiment mangeable. C'est Bosser. Et ensuite, une fois qu'il mûrit, le raisin devient Anavim, un bon raisin juteux, muscat. Dans ce cas, on a une mahloket. La Baraïta nous a cité d'abord l'opinion de Rabbi Yoshua, qui va dire Ro'im otam ki'ilu hem anavim ha'omdot li'batser. C'est-à-dire qu'on doit condamner le mazik qui a laissé sa bête rentrer dans le vignoble à payer le prix de raisins mûrs. Bien qu'elle les ait mangés en tant que bourgeons, ces raisins n'étaient pas encore formés complètement, ils étaient encore loin de la maturation, et on les considère comme déjà mûrs, et il payera le prix de raisins mûrs prêts à être vendangés. Car anavim ha'omdot leibatser. Livtzor, ça veut dire vendanger, cueillir les grappes de raisin. Hachamim omrim, ro'im ota, ro'im,
Kama ita yafa et kama hi yafa. C'est-à-dire que Hachamim sont plus cool. Ils sont plus indulgents et tolérants. Car ils ne vont pas condamner au présent par rapport au futur. Comme l'a dit Rabbi Yoshua. Mais ils vont dire, on condamne par rapport au présent. Comment évalue-t-on? Eh bien, ce carcar, ce vignoble, combien il valait avant que la bête n'ait dévoré ses bourgeons. Et maintenant qu'elle a dévoré ses bourgeons, il y a eu donc réduction de valeur du vignoble, du champ. Donc combien il coûtait avant ce carcar, combien il coûte maintenant? Avant, il coûtait plus cher, car on avait un vignoble parfait. Maintenant qu'elle a dévoré les bourgeons, par exemple de 3 vignes à l'intérieur du vignoble, alors ça coûte moins cher. Cette baisse de valeur, c'est la perte qu'a fait subir la bête au propriétaire du vignoble. C'est ce que devra payer son propriétaire. Kama ita yafa et kama hi yafa. Combien ça coûtait avant, combien ça coûte aujourd'hui. C'est la différence qu'il doit payer. Ensuite, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Troisième intervenant, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Vous entendez? Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon. C'est qui le deuxième Rabbi Shimon, les amis? Hein? Bravo, Rabbi Shimon Bar Yochai. À chaque fois que dans les Mishnayot on parle de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Si c'est quelqu'un d'autre, alors on le dit. Comme Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Shimon ben Yehuda ici, Rabban Shimon ben Gamliel. On a toujours précisé le nom du père. Mais jusqu'à preuve du contraire, Stam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon ben Yehuda va dire au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, quoi? Bame devarim amorim bizman she'achla lulave gefanim ve'ichure te'enim aval achla pagim o boser ro'im otam ke'ilu anavim omdot libatser. C'est-à-dire, en fait, les Hachamim qui se sont opposés à Rabbi Yoshua, et ils ont dit qu'on payera qu'en fonction du présent et pas en fonction du futur, ce n'est que dans la mesure où la bête a mangé des branches de vigne, des branches de figuier. C'est-à-dire que si on parle d'un champ de figuier, alors on parle de Yahouret Te'enim, des branches. Et si on parle de vignoble, alors on parle de Lulav Gefanim. Lulav Gefanim. De branches de vigne. Alors regardez ce que dit Rashi. Bisman shachla Lulav Gefanim, ha-eshkolot nir'a b'hanitat ha-gefanim, venikar, ve'adain lo parach, liyot ha'anavim gumurim, ve'hu lulav, ve'chen yichur b'te'enim, אבל אכלה פגים בתאנה, או בוסר בענבים שם כפול הלבן, אהבו כפירות גמורים. C'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, on considère que Hachamim ne condamne pas à payer en fonction du futur, mais on ne condamne qu'en fonction du présent, c'est uniquement si elle a mangé des branches qui sont en fleurs. Mais il n'y a même pas encore le bourgeon. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on considère qu'on ne va pas jusqu'à considérer que les raisins ont déjà poussé. C'est pour cela qu'en effet, on payera qu'en fonction du présent. Aval, mais si elle a mangé déjà Pagim, au bosser, c'est quoi Pagim, au bosser? Pagim, c'est des figues immatures. On les appelle pag. Ou bien bosser, c'est des raisins immatures. On les appelle bosser. Mais c'est déjà la deuxième étape. C'est déjà la deuxième étape. C'est-à-dire, l'étape intermédiaire, c'est quoi?
Kefoul al-lavan, comme un haricot blanc. Le raisin a déjà grandi comme une fève, il est encore acide, il est verjus, il est encore acide. À ce moment-là, il payera comme si ça avait déjà mûri. D'accord? Ça, c'est la déduction. Répétons encore une fois. C'est lui-même, pardon. Lui-même, Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit Aval, Achla, Pagim, Oboser, Roim, Otam, Kilu, Anavim, Amdot Libatser. Répétons. Selon Rabbi Shimon ben Yehuda, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, quel est le din si la bête a mangé des fruits qui ont déjà poussé, mais ils ne sont pas encore mûrs? On les considère comme s'ils ont déjà mûri. Bravo, il paiera en fonction du futur. Mais par contre, si on n'a mangé que des branches qui sont en fleurs, qui n'ont même pas encore bourgeonné, alors dans ce cas-là, combien il payera? En fonction du présent. D'accord. Alors maintenant, regardez l'analyse de la Gemara, elle est trop belle. Amar Mor, je vais lire. Amar Mor, le maître nous a enseigné. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Bameh Devarim Amorim. Quand est-ce qu'on dit qu'il paye en fonction de l'instant présent, de la valeur du présent? Chez Achla Lulave Gefanim, Vihuret et Enim. Quand elle a mangé que des branches en fleurs. Alors regardez maintenant la déduction de la Gemara. Hasemadar. Sous-entendu que si ça avait déjà bourgeonné, que c'est déjà du sémadar, bourgeon, alors on considérerait ces fruits qui ont bourgeonné comme des fruits mûrs. Et ils devraient payer en fonction du futur et non pas en fonction du présent. C'est une belle déduction ou pas? Elle est belle. Alors maintenant, je vais te déduire le contraire. Emma Sefa, viens lire la suite de la Braïta. Achla Pagim Oboser, si jamais elle a mangé les fruits une fois qu'ils étaient pag. C'est quoi pag? Des figues immatures. Ou bosser, des raisins immatures. Ro'im otam kiluem anavim aoudot libatser. On considère que c'est comme des fruits déjà mûrs. Et on fera payer au présent le prix du futur, par rapport au potentiel. Alors, quelle est la déduction à faire? Aval Semadar, pardon. Aval. Hasemadar, pardon. Hasemadar, Roimotam Kamaïafa avec Kamaïta Yafa. Machma que si les raisins n'avaient pas encore atteint l'étape intermédiaire que l'on appelle Bosser, si c'était encore la première étape, Semadar, combien devrait-il payer en fonction du présent? Kama Haïtayafa, Kama Yafa. Combien ça coûtait avant qu'elle dévore ses fruits et combien ça coûte après qu'elle ait dévoré? C'est-à-dire le vignoble parfait, combien il coûtait avant, combien il coûte maintenant qu'il a été dégradé, détérioré. C'est la différence de prix qui est le prix des raisins qu'il doit payer. Ça veut dire que quoi? Qu'on se réfère au présent. On se réfère à la situation actuelle et non pas au potentiel du futur. Alors tu te contredis. Entre la Recha et la Sefa, on a une contradiction. Car dans la Recha, on a parlé de la bête qui a mangé, quoi? Avant que ce soit Semada. Elle n'a mangé que des Huré Te'enim et Loulavé Gefanim. C'est l'étape avant le raisin, avant le bourgeon. Avant le bourgeonnement, on n'a que des comment on appelle ça, des branches en fleurs. Alors c'est que dans le futur qu'on aura le bourgeon. Et une fois que le bourgeon est sorti, on a donc le raisin. Alors maintenant, il va grandir, il va devenir bosser. Ensuite, il va devenir anav. Alors maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Rabbi Shimon ben Yehuda? Tu me dis que si elle a mangé quand c'était encore Ihouret Enim Velou Lavé Gefanim, à ce moment-là,
combien il devra payer en fonction du présent, en fonction de l'actualité. Elle a mangé pour combien? Pour 100 shekels, elle paiera 100 shekels. Ok, mais si elle a mangé des raisins, de quelle étape? 1, 2, 3, Semadar, Bosser et Anabim. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Bosser. Si elle a mangé Bosser, alors qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ben Yehuda? Il payera comme des raisins mûrs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon a brûlé une étape. Il nous a parlé. Regardez maintenant, nous avons 4 étapes. Maintenant, on a rajouté une étape. Ce qui est le préalable. Avant même que le raisin ne bourgeonne, on n'a que les fleurs. Un arbre en fleurs, c'est-à-dire qu'on sait que plus tard, il va y avoir des bourgeons. Mais il n'y a même pas de bourgeons à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Eh bien, il nous a parlé de 2 étapes. 1, 2, 3, 4. 1, c'est une branche en fleurs. 2, c'est un bourgeon. 3, verjure. 4, raisins. Il nous a parlé que de 1 et 2, de 1 et 2, 3. Lui, il n'a parlé que de première étape et troisième étape. Il a sauté la 2. 4, il n'a pas besoin de parler. C'est là manger des raisins mûrs, c'est sûr qu'il paye des raisins mûrs. Point à la ligne, pas besoin d'en parler. Mais quel est le digne du 2? Eh bien, il n'a pas parlé. Et c'est quoi le 2? C'est Semadar. Donc répétons. Lulav avec Gefanim, 1. Semadar, 2. Bosser, 3. Anavim, 4. Alors maintenant, il a parlé de 1 et de 3. Et quel est le digne du 2? Alors regardez comment c'est trop beau, la Kushia d'Agmara. Elle est juste spectaculaire. Elle dit, si on se réfère à l'enseignement 1, j'en déduis l'enseignement 2. Si on se réfère à l'enseignement du 3, j'en déduis pour le 2 le contraire. Alors on a ici une autocontradiction dans la déduction. Car je déduis du 1, j'obtiens pour le 2 un résultat. Je déduis du 3, j'obtiens pour le 2 un résultat contraire. C'est-à-dire, est-ce qu'on se réfère au présent ou on se réfère au futur pour condamner? Une bête qui a mangé un potentiel. Elle a mangé quelque chose qui, à l'heure actuelle, a une valeur, mais dans le potentiel, ça a une valeur supérieure. Est-ce qu'on fait payer en fonction de l'actualité ou en fonction de la potentialité? Alors, viens, on va lire. Il est écrit que si elle a mangé des loulavés gefanim, Rabbi Shimon nous dit, on payera en fonction de l'instant présent, l'actualité. Si elle a mangé du bosser, donc numéro 3, étape 3, dans ce cas-là, il payera comme étape 4, comme si c'était des raisins qui avaient mûri. En fonction du potentiel, bien qu'à l'heure qu'il est, c'est que du verjus, c'est-à-dire on n'a que du bosser, donc ce n'est pas encore des raisins matures, on les considère comme matures, car on va d'après le futur et pas par rapport au présent. D'accord. Alors maintenant, qu'en est-il du Semadar? Il est entre les deux, le Semadar. Il est entre le 1 et le 3. Si je déduis du 1, qu'est-ce que tu m'as dit pour le 1? On condamne en fonction de l'actualité présente. C'est-à-dire du présent. Donc le Semadar, on devrait le condamner en fonction du potentiel futur. Mais comme très bien. Mais quand tu vas aller déduire du bosser, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le bosser, pour le bosser, tu condamnes en fonction du futur. Machma que pour le Semadar, tu condamnes en fonction du présent. Alors décide-toi, Semadar est condamnable en fonction du présent ou du futur? Auto-contradiction. Car si tu déduis de la Récha, tu déduis que Semadar, c'est en fonction du futur. Si tu déduis de la Sefa, tu obtiens comme résultat que Semadar, c'est en fonction du présent. Alors on ne sait plus où donner de la tête. Aïe, 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 la Gemara répond très joliment. Amaravina, kroch vetane, bamedvarim amorim, bizman shachlalu lave gefanim, vechuret enim, aval achlas semadar, pagino boser,
רואים אותם כאילו הענבים עומדות להיבצר. כרוך ותנה, rattache et lis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ta lecture, tu devrais rajouter un mot qui ne figure pas. Le mot semadar, rattache-le à la sefa. C'est, je vais dire, un petit peu tiré par les cheveux, cette réponse. C'est-à-dire que la Gemara fait un choix délibéré de considérer le semadar comme le bosser. Et par conséquent, si la bête a mangé du semadar, étape 2, eh bien, on payera, il payera comme pour le futur. Comme si c'était des raisins déjà mûrs. Alors, 1, 2, 3, 4, quand est-ce qu'on paye que en fonction du présent? C'est que dans le 1. Mais 2 et 3, c'est comme le 4. Le 4, c'est-à-dire des raisins mûrs, eh bien, c'est ce qu'on paye, on lui fera payer si elle a mangé dans l'étape 3 et même dans l'étape 2. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, Ihachi, Rabbi Shimon ben Yehuda, Hainu Rabbi Yoshua. Oh là 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 là, quelle question! Hein? Elle vous a surpris la question, mais elle était prévisible. Dans ce cas-là, on ne voit plus quelle est la différence entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon. Finalement, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ils disent exactement pareil. Alors où est la marloquette? Si la Baraïta les a cités comme deux opinions différentes, c'est que forcément, ce sont des opinions différentes, c'est qu'il y a une marloquette. Or maintenant, d'après ce que tu as dit, on a exactement le même résultat. Quel est le résultat? Semadar est considéré comme anavim. On condamne pour la consommation du semadar comme si elle avait consommé quoi? Anavim. Eh bien, c'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua. Waouh! Vous avez compris la question? Aïe, 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 la Gemara donne une réponse. Abaye Amar... Pardon, excusez-moi. Ika benayhu kehash gufna velo mesaime. Alors là, attachez la ceinture pour comprendre de quoi on parle. Si nous étions des viticulteurs, on aurait pu comprendre convenablement ce que la Gemara nous enseigne ici en matière d'agronomie. Mais on n'est pas des agriculteurs, alors on aura du mal à digérer la réponse, mais c'est pas grave. On apprend tous les jours, même si on n'est pas des compétents en matière agricole. La Gemara dit, les raisins, lorsqu'ils poussent sur la vigne, ils affaiblissent la vigne. Ils puisent toute la force de la vigne. D'accord? Ça s'appelle en hébreu Kahash Geffen. Kahash Gofna. C'est amaigrir la vigne. Ça veut dire affaiblir le potentiel de la vigne. Alors regardez-moi ça. C'est incroyable. Toute l'humidité que puise le raisin au travers de la vigne, qui assèche et dessèche la vigne, ça déshydrate quand même la vigne. Eh bien, figurez-vous que quand la bête a mangé des raisins, elle a rendu service. Paye-moi, je t'ai rendu service. C'est pas qu'elle a rendu service vraiment à grande échelle. Ça veut dire qu'elle a évité l'épuisement de la vigne. Dans le sens où c'est vrai qu'elle lui a causé une perte considérable, car il n'aura plus de raisins, et le but de la vigne, c'est de donner des raisins. Alors évidemment qu'il faudra payer, comme on vient de le dire, semadar, ou bosser, ou anavim, c'est sûr qu'il faut payer. Mais, quand même, nous disons que, en mangeant, lors de l'étape semadar, à ce moment-là, elle a quand même économisé et évité la faiblesse, l'affaiblissement de la vigne, car la vigne n'aura pas de raisin à nourrir, elle n'aura pas de raisin à alimenter en humidité et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est vrai qu'il lui a fait perdre des raisins, mais il lui a renforcé la vigne. C'est-à-dire que la vigne,
ce qu'il aurait perdu au niveau de la vigne elle-même, il ne va pas le perdre, car il n'y aura pas de raisins qui vont affaiblir la vigne. Alors maintenant, est-ce que c'est à prendre en considération lors du calcul de la condamnation à payer? C'est-à-dire, est-ce que les experts en matière de comptabilité, plutôt d'évaluation de la perte, est-ce qu'ils vont dire la perte elle est de temps? Monsieur, quand tu as laissé ta bête manger les raisins du voisin, eh bien, c'est vrai qu'ils n'étaient pas encore mûrs, mais on fait un calcul très simple. Toutes ces grappes-là, si on les avait laissées pousser, ça aurait coûté tant, eh bien, tu payeras aujourd'hui tant. Mais, selon une autre opinion, dit c'est vrai, mais attention, rajoute encore un bémol. C'est quoi? Essaye de prendre en considération, quand même, qu'elle lui a évité l'épuisement de la vigne, et cet épuisement de la vigne qu'elle lui a évité, ça fait que sa vigne, elle coûte un peu plus cher que ce qu'elle aurait coûté si les raisins avaient poussé. Donc, ne le condamne pas à 100%. Condamne-le, par exemple, à 95% ou 90%, parce qu'il y a quand même une économie qu'il a faite. Le propriétaire de la vigne, c'est que sa vigne, maintenant, elle est plus forte, car elle n'a pas été épuisée par la pousse des raisins, car ces raisins n'ont jamais poussé, car elle les a mangés quand ils étaient déjà immatures, quand ils étaient à peine bourgeons. C'est madame. Alors, prends ça en considération. Au lieu de le faire payer 100% du potentiel, fais-lui payer juste 90% du potentiel. Je donne des chiffres comme ça, hein, je ne suis pas agriculteur, mais un vrai viticulteur est capable d'évaluer qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu. Et donc, pour être juste, prends en considération aussi, puisque tu prends en considération le potentiel du futur, alors tu parles du futur, parle aussi du futur, dans le bien comme dans le mal. Le mal causé au niveau du futur, mais il y a aussi un bien causé dans le futur. C'est que dans le futur, la vigne ne sera pas épuisée. Alors, voilà la différence entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda. Or, c'est vrai que les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Paiera en fonction du futur. Mais il y en a un qui dit, futur, c'est uniquement par rapport au mal, et l'autre dit, non, futur, il faut prendre en considération le bien et le mal. Alors maintenant, on ne sait pas qui dit quoi. Car a priori, ils disent pareil. Alors on sait qu'il y en a un qui pense ça, il y en a un qui pense ça, mais qui pense qu'il faut prendre aussi le Kahash Gufna en considération, et qui est-ce qui dit non? On ne sait pas qui dit quoi. L'homme est saïmé. C'est-à-dire quoi l'homme est saïmé? L'homme est souyam. Ils ne sont pas définis. On sait qu'il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir, mais on ne sait pas lequel a dit blanc, lequel a dit noir. L'homme est saïmé. Abaye, comme toujours, il nous surprend par son génie. Il va dire, Abaye Amar, Messaïmé ou Messaïmé? Oui, je sais qui a dit quoi. Je vais te dire qui est l'auteur du Kahash Gufna, qu'il faut prendre en considération l'épuisement de la vigne qui n'aura pas lieu dans le futur grâce à la consommation de cette bête qui a détérioré la vigne. Vous imaginez? Ça veut dire, c'est vrai que tu prends en considération le mal qu'elle a fait dans le futur, c'est qu'elle empêche la pousse des raisins, mais aussi, il faut prendre en considération le bien, car finalement, tôt ou tard, cette vigne, elle aurait été épuisée, affaiblie par la pousse des raisins, qui vont puiser toute l'humidité, l'hydratation, n'est-ce pas? Eh bien, ça aussi, il faut prendre en considération. C'est qui l'auteur? Eh bien, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Car Rabbi Shimon ben Yehuda, de par ailleurs, il a enseigné une autre halakha qui nous laisse déduire que c'est lui qui prend en considération le futur aussi, même dans le bien, pas seulement dans le mal. Regardez, c'est incroyable comment Abaye, toujours Abaye, quelque part, il me choque, il m'éblouit par la lumière de ses réflexions. Regardez comment il a trouvé le principe d'une autre halakha et il va faire une connexion entre les deux halakhot. C'est de folie. Regardez la beauté de cette halakha. Détania, Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Yehuda, de par ailleurs, il enseigne au nom d'un autre Rabbi Shimon. C'est qui?
par Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon ben Menassia. Qu'est-ce qu'il dit? Ones eno meshalem et atzaav mipene shesofa litztaer tahat ba'ala. Le violeur ne payera pas la peine, la douleur qui lui a causé en la violant, car de toutes les façons, cette douleur de la première relation intime, de toutes les façons, quand elle va se marier, cette douleur, elle est inéluctable, inévitable, incontournable, puisque de toutes les façons, un jour ou l'autre, elle va la voir. Pourquoi tu vas lui faire payer aujourd'hui cette douleur qui, de toutes les façons, dans le futur, elle aura lieu? Hachamim vont dire, mais non, c'est pas pareil. Car elle est consentante. Et quand elle est consentante, ça n'a rien à voir avec celle qui est violée. Celle-là, elle souffre, c'est une souffrance pour laquelle elle veut souffrir en quelque sorte. Elle veut se marier. Donc, c'est pas du tout pareil. La souffrance psychologique qui est psychosomatique. Alors, à Botaï, juste, je vous demande de la patience, c'est le sujet de la fin. Écoutez, de bout en bout. Le honès, nous le savons, que la Torah condamne le violeur ou le séducteur à payer au papa 50 shekels. Ça, c'est l'indemnité. Au-delà de cela, il y a aussi l'humiliation. Quand il s'agit de violeur, il s'agit d'humiliation, il s'agit de douleur, il y a tsar, il y a bochette. Alors, Rabotai, écoutez bien. Il est écrit. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon ben Menassia. Ones eno meshalem et hatzaa. Il ne payera pas pour la douleur physique. Mipene shesofa litztaer tahat ba'ala. Car un jour ou l'autre, elle va se marier. De toutes les façons, cette douleur, elle l'aura. Donc, qu'est-ce qui lui a fait celui-là? Une douleur plus tôt, mais réalise que plus tard, elle aura. Donc, prends en considération au présent la douleur du futur pour décharger le violeur. Ne lui fais pas payer pour la douleur qui, de toutes les façons, devait avoir lieu dans le futur. Amroulo, Hachamim lui ont dit, pas du tout. Eno dome niv'elet beratson, la niv'elet be'ones. Tu ne peux pas comparer celle qui a eu une relation avec consentement et celle qui a été violée. Psychologiquement, étant donné qu'elle n'accepte pas, donc elle souffre davantage physiquement. Maintenant, qu'est-ce que nous avons trouvé? Qu'est-ce que nous avons trouvé? Donc, on a trouvé celui qui prend en considération même le futur pour décharger la personne qui est chargée, pour déduire de la condamnation cette partie qui de toutes les façons devait avoir lieu. Alors comme on prend en considération la douleur du futur, là aussi il faut prendre en considération l'épuisement de la vigne qui n'a pas eu lieu grâce à sa consommation. Donc il faut prendre tout en considération. C'est la justice méticuleuse et minutieuse de Rabbi Shimon ben Yehuda. Ok, maintenant on va terminer avec Abaye qui va dire, encore une fois, il va mettre au diapason plusieurs Tanaïm. C'est le sujet de la fin. Amar Abaye, Hane Tanae, ve Rabbi Shimon ben Yehuda, Amrou davar echad. Ces Tanaïm qu'on va citer dans 2 secondes, ils pensent comme Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda de Amran. Rabbi Shimon ben Yehuda, par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'il faut prendre en considération la douleur qu'elle va avoir avec son mari pour la première relation intime, alors tu dois dédouaner le violeur par rapport au tsar. Il payera les hamishim shekel, mais pas le tsar physique. Ok, eh bien, Abaye trouve qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui pense pareil. C'est les Tanaïm suivants. Détania, comme il est écrit. Rabbi Yossi Omer, Nake Haya, Ben Azai Omer, Nake Mezonot. C'est-à-dire, écoutez comment c'est beau. Ah, c'est de la folie, oui. Ouais. C'est de la folie. Vous connaissez l'histoire de la femme enceinte. Lorsque 2 personnes se disputaient à proximité d'une femme enceinte. Et elle a pris un coup de poing
dans le ventre. Et elle a avorté, fait fausse couche à cause de cela. Elle a perdu les fœtus, elle a une douleur et ainsi de suite. Quel est le din? Le din est que, en ce qui concerne les fœtus, eh bien, elle devra payer au mari, n'est-ce pas? Ça lui revient de droit, ce qu'on appelle des vladot, tandis que le tsar, nezek et tsar, à qui ça revient à la fin. D'accord. Maintenant, les amis, écoutez bien. Quel est le din du... C'est trop extraordinaire. Vous savez qu'une femme, une sage-femme, elle prend de l'argent? Oui. Oui. Une sage-femme, elle prend de l'argent? Bien sûr. Vous avez déjà vu des sages-femmes qui travaillent gratuitement? L'économie, Primo, les amis, vous savez qu'une femme enceinte, elle mange plus qu'une femme normale? Oui. Bravo. Hazak ou Baruch. Alors écoutez bien. Le mari, en général, quand il doit nourrir sa femme, eh bien, pendant la période de grossesse, la carte bancaire, elle sort davantage. Hein, pourquoi? Parce qu'elle mange pour deux. Elle mange pour deux. On dit qu'elle mange pour deux. Eh bien oui, parce que vous voyez que quand elle a pris 30 kilos, elle a pris 30 kilos pendant la grossesse et le bébé fait que 3 kilos, il y a 27 kilos pour elle. Ça veut dire qu'elle a mangé quand même, d'accord? Alors, puisque maintenant le bonhomme il a donné un coup de poing dans le ventre, il lui a fait fausse couche, eh bien le mari a économisé tout ce qu'elle devait manger. Si elle était partie à terme, d'accord, si elle avait été au terme de sa grossesse, eh bien là maintenant par exemple elle a perdu son bébé, elle a pris le coup de poing après 3 mois de grossesse, il a économisé 6 mois de surcharge pondérale. Ça veut dire que maintenant, voilà. One. Deuxième chose, maintenant imaginons par exemple la sage-femme. Si elle avait été au terme de sa grossesse et qu'elle avait accouché normalement, eh bien, il aurait dû payer, elle aurait dû payer la sage-femme. Alors, Morel et Rabota, écoutez bien. C'est que nous disons que le bonhomme qui a donné le coup de poing, il doit payer le prix des fœtus au mari. Nezek Betsahar, Laïcha. Maintenant, est-ce qu'il faut déduire de ce que doit payer le boxeur, de ce qu'il doit payer, hein, n'est-ce pas, celui qui a donné le coup, est-ce qu'il faut déduire la subsistance, les mésonotes, la nourriture qu'il aurait dû payer, qu'il ne va pas payer? Ça veut dire que, ok, tu le condamnes par rapport au Vladot, mais prends en considération aussi que, quelque part, il a fait économiser au mari les 6 mois de mésonotes. Et prends en considération aussi qu'il a fait économiser le prix de la sage-femme. Alors regardez Rabotai, Mal de Amar. Alors regardez, Amar Abaye, Hane Tanae, les deux Tanaïm suivants, qui sont Ben Azaï et Rabbi Yossi. Regardez ça. Detania, Rabbi Yossi Omer Nake Haya. Ben Azaï Omer Nake Mezonot. Rabbi Yossi dit, il faut décharger le condamné, celui qui a donné le coup de poing à la femme enceinte. Il faut lui déduire de ce qu'il doit aussi ce qu'il a fait, entre guillemets, comme économie au mari. Car le mari, il aurait dû payer, comment on appelle ça, la sage-femme. Le mari aurait dû payer la sage-femme, et bien voilà. Il a économisé la sage-femme, il n'y aura pas de sage-femme maintenant à payer. Ben Azaï dit, il a économisé aussi les mésonotes, puisque pendant la grossesse, elle mange beaucoup. Eh bien voilà que, malheureusement, elle n'a pas été au terme de sa grossesse, mais après tout, le mari a économisé tout ce qu'il aurait dû payer de toutes les façons, qui est la nourriture, en plus, tout ce qu'il aurait dû payer, et qu'il ne va pas payer, c'est à déduire la nourriture qu'il aurait dû payer. Et la Gemara explique, entre parenthèses, Man de Amar Nake Haya, Kol Sheken Nake Mezonot. Celui qui dit qu'on prend en considération
la sage-femme qu'il a économisée, à plus forte raison qu'il faut prendre en considération la nourriture qu'il a économisée. Mais le contraire, non. Aval, Ouman de Amar Nake Mezonot, Aval Nake Hayalo. Celui qui dit, on prend en considération la nourriture qu'il a économisée, mais on ne prend pas en considération la sage-femme. Pourquoi? De Amar le Iteta Didi, Taki Hayi Velo Mibaya Haya. Ma femme, elle est experte et compétente en matière d'accouchement, elle n'a pas besoin de payer une sage-femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme elle-même, elle est sage-femme. Comment on le dit? Yocheved et Myriam à Paro, hein? Shifra et Pourra, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Elles vont dire, Vatomana Mialedot, El Paro, Ki lo kanashim amitzriot ha'ivriot, ki hayot henna, beterem tavo alehen amialedet veyaladu. C'est-à-dire que les Juives, elles sont elles-mêmes sages-femmes, car elles sont des femmes sages. C'est-à-dire qu'elles sont capables de se débrouiller toutes seules. Franchement, vous avez déjà vu un dentiste qui lui-même va se traiter les dents? Jamais de la vie. Vous avez déjà vu un coiffeur qui va se couper lui-même les cheveux? Jamais de la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont sages-femmes? Elles sont elles-mêmes compétentes. Mais même une sage-femme, elle a besoin d'une sage-femme quand elle accouche elle-même. Ça veut dire quoi, ça? Réponse, elle n'a pas besoin de payer une sage-femme. Elle peut demander à sa voisine, sa copine, sa cousine, sa mère, mets-toi à côté et je te dirai quoi faire. Donc, c'est comme ça qu'il peut lui dire, ça, c'est pas sûr que tu m'as fait économiser, car ma femme, de toute façon, je n'aurais pas payé pour elle une sage-femme. La Gemara conclut en disant, au niveau du Psak Halacha, vous vous rappelez l'histoire de celui qui avait coupé un palmier, qui avait scié le tronc du palmier? Il y avait 3 palmiers. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a étudiée hier, dans le DAF précédent? Il y avait un homme qui est rentré dans le champ du voisin, dans la palmeraie. Il y avait là-bas 3 palmiers qui sortaient de la même racine, et il en a scié l'un des 3. Le Resh Galuta lui a fait payer le prix réel. Les 3 coûtaient 100 zouz, il lui a dit tu payeras 33,3 comme indemnité. Tandis que Rav Nachman lui a dit pas du tout. On doit calculer en fonction d'une palmeraie qui faisait 60 fois l'endroit où il y avait ce palmier, et ensuite, maintenant combien ça coûtait avant, combien ça coûte après, mais les chichim, c'était intégré dans le champ. Vous vous rappelez toute l'histoire de Obi'er, Bisdeacher et ainsi de suite, je n'y reviendrai pas. Donc, Rav Nachman l'a condamné à payer beaucoup moins que le Resh Galuta. Maintenant, la halakha est comme qui? Comme le Resh Galuta ou comme Rav Nachman? Ve'il cheta kavate de Rav Papa ve'Ravuna bere de Rav Yoshua, excusez-moi, Rav Papa ve'Ravuna bere de Rav Yoshua avud ovda kavate de Rav Nachman be'shishim. Rav Papa et Ravuna bere de Rav Yoshua, un jour, ils se sont retrouvés confrontés à une histoire similaire et ils ont prononcé un verdict qui était basé sur l'opinion de Rav Nachman, à savoir qu'on ne payera pas le prix réel du palmier tel qu'il coûte au marché, mais en fonction de Shishim. C'est ce qu'ils ont fait. Les Shna Harina, deuxième version, Rav Papa Veravuna Bere de Rav Yoshua, Shamudikla Agav Katina de Ara. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont fait l'évaluation. Pas qu'ils étaient en tant que Dayanim qui ont prononcé un verdict, mais carrément ils étaient les évaluateurs du champ de palmeraie, Shishim et Betor Shishim et ainsi de suite. Donc voilà, mais Kitsour, ça revient en même. Veilcheta kavate de Rav Papa veravuna bere de Rav Yoshua bedikla arama'a veilcheta kavate de Resh Galuta bedikla parsa'a. La Gemara va trancher en disant la halakha est comme le Resh Galuta si c'est un palmier perse, iranien. Et la halakha elle est comme Rav Nachman, c'est-à-dire comme Rav Papa et Ravuna Bere de Rav Yoshua s'il s'agit d'un palmier araméen. C'est-à-dire le palmier perse, il est de qualité supérieure. C'est vraiment premium, c'est vraiment la qualité supérieure. Les palmiers perses. Alors que les palmiers araméens, c'est des dates que vous connaissez, alors que les autres, c'est des madjoul. Eh bien, Rabota, écoutez bien.
Lorsqu'il s'agit d'un palmier très important, alors Resh Galuta a raison qu'il faut faire payer comment on appelle ça, celui qui a dégradé, le destructeur qui a détruit ce palmier, il payera le prix du palmier, tel qu'il coûte au marché. Car on parle ici de Dikla par Sa'a, Paras. Mais si c'est juste Dikla Arma'a, alors c'est par rapport au champ de la palmeraie. Donc là, on fait les shishim et pas le prix réel. Voilà Rabotaï.